Bien, merci Jean-Baptiste. Donc, pour commencer, bonjour à tous et merci d'être présent pour cette webconférence qui portera effectivement sur la qualité passée au rayon X, parce que vous avez tous vu tous les sujets d'actualité, que ce soit la SN ou avec le COFRAC, sur la mise en application du système de management de la qualité pour tout ce qui concerne les structures utilisant les rayonnements ionisants. Donc, pour commencer, effectivement, dans le cadre pour bien respecter les règles de vie de cette webconf, nous souhaitons respecter la bienveillance et effectivement la bonne humeur et n'hésitez surtout pas, donc comme vous le disiez Jean-Baptiste, à poser vos questions à la fin. Rapide résumé sur les domaines d'expertise de C2I Santé depuis le début de son existence. Donc, effectivement, nous sommes spécialisés dans la radioprotection, la physique médicale. Et pour cela, donc, nous proposons différentes formations, donc formation personnes compétentes en radioprotection, formation dédiée au secteur de l'imagerie médicale au sens large. Nous mettons à disposition des différentes structures aussi notre application métier qui est XView et nous réalisons sur site aussi les contrôles techniques internes et externes de radioprotection et les contrôles de qualité interne en imagerie médicale. Notre bureau d'études peut être votre maître d'œuvre en ingénierie médicale et nous avons aussi notre spécialité sur la sécurité IRM et donc maintenant aussi notre pôle d'activité concernant l'accompagnement des différentes structures dans leur système de management de la qualité. Rapidement, pour pouvoir me présenter, alors je suis une ancienne manipulatrice radio, j'ai été cadre de santé en imagerie médicale, j'ai été chef de projet sur des organisations de télémédecine. J'ai un diplôme universitaire en rapport avec la qualité et je suis donc maintenant chez C2I Santé pour pouvoir développer avec les experts métiers différents types de prestations concernant le système de management de la qualité. Alors, je vous ai mis en bas effectivement une information comme quoi je suis aussi assez présente sur LinkedIn où je mets tout type d'informations concernant la radioprotection et la qualité. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer une invitation. Rapide sommaire, donc les principes généraux de la qualité, la réglementation, quel changement pour vous aujourd'hui et demain, ce qu'il faut retenir et on aura donc notre petit temps d'échange sur une petite session questions-réponses. Alors, les principes généraux de la qualité. Alors, si on faisait un rapide brainstorming là tout de suite pour savoir pour vous la qualité, c'est quoi? Alors, effectivement, on aurait tous ces types de réponses, mais j'ai voulu insister sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, la qualité est vraiment vécue par les différentes structures, qu'on soit dans la santé ou autre, comme une contrainte, une perte de temps. Et quand je précise aussi par le chinois, c'est-à-dire que généralement, les gestionnaires des risques, les qualiticiens peuvent parfois avoir un vocabulaire qui ne vous parle pas trop et ça peut être un frein justement au déploiement de la qualité. Alors, mais la qualité en santé, c'est quoi exactement? Donc, la qualité en santé recouvre vraiment de nombreuses composantes. Effectivement, l'efficacité du soin, parce que c'est votre cœur de métier, la conformité des normes scientifiques admises, et il y en a de plus en plus, l'adéquation entre l'offre de prestations et les besoins des patients, on en entend essentiellement parler dans les organisations en GHT, donc groupement hospitalier de territoire, la sécurité des patients et bien évidemment aussi des travailleurs, l'efficience économique, alors qui ne concerne plus uniquement le secteur privé, mais aussi le secteur public, ou comment optimiser vraiment les coûts à qualité égale, et la pertinence des soins dont on entend de plus en plus parler depuis l'année dernière. Alors, on a essayé de travailler avec notre groupe de travail sur un visuel pour essayer de vous faire comprendre un peu plus tout ce qui est sémantique autour de la qualité et également aussi ce qui concerne le système de management de la qualité. Donc, effectivement, cœur de métier, radioprotection, on a fait un visuel sur le système de management de la qualité en radioprotection. Vous retrouvez donc 3 roues. Je vais parler de la première, mais je vais les voir en détail un peu plus après. Donc, la première roue, la roue bleue, qui concerne la démarche qualité. Donc, c'est ce vers quoi vous voulez tendre. À savoir que généralement, il est plus facile de se baser sur un référentiel ou au moins des bonnes pratiques ou au moins des recommandations. Et savoir où vous en êtes par rapport à ces référentiels ou par rapport à ces bonnes pratiques. Concernant le manuel qualité, ou du moins la gestion documentaire, ou les informations documentées dont il est question généralement dans la norme ISO 9001, effectivement, il y a une étape qui peut paraître souvent rébarbative, qui est de formaliser vos processus. Donc, travailler d'abord sur la cartographie des processus, les processus associés, et revoir vos processus en revue de direction. L'organigramme fonctionnel pour effectivement savoir qui est responsable de quoi.
Depuis l'année dernière, on parle donc effectivement essentiellement d'assurance qualité, mais comme vous pouvez le remarquer, l'assurance qualité, ce n'est que la roue rose et les trois roues tournent ensemble. L'assurance qualité, c'est vraiment la gestion globale des risques. Alors, il faut vraiment avoir une démarche de gestion des risques a priori en mettant en place une cartographie des risques. Il faut vraiment mettre aussi une sécurisation des pratiques en place en réalisant des audits des pratiques ou du moins des audits cliniques. Et dès lors que vous avez un incident qui arrive, il ne faut pas rester que sur les faits, mais vraiment réaliser une analyse systémique complète de l'incident en mettant en place un retour d'expérience qui sera discuté en comité de retour d'expérience ou du moins un CREX. Alors, la roue jaune, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc cartographie des processus. Il faut, je dirais dans un premier temps, mais travailler tout ça en même temps, mais il faut vraiment que vous puissiez visualiser ce que vous faites chez vous. Les cartographies des processus sont souvent visualisées de cette manière-là, c'est-à-dire qu'au milieu, on retrouve toujours les processus de réalisation. Donc là, je vous ai pris l'exemple de la radioprotection patient, tel qu'il est question dans le projet de décision de l'ASN. Donc, vous avez toujours l'entrée du patient, la sortie du patient à la fin du processus, et au milieu, vous avez des processus, des sous-processus. Donc, processus de justification individuelle d'actes, processus d'optimisation des doses et formalisation des comptes rendus d'actes. Donc, ça concerne effectivement l'imagerie, mais le bloc opératoire aussi, où des comptes rendus d'actes sont réalisés. En haut, vous retrouvez généralement donc, les processus de management. Donc, je n'ai pas rempli les petits items au milieu parce qu'en fait, ils sont spécifiques à chaque structure. Chaque structure a son organisation de formation, de qualité, de stratégie de supervision et de communication. En bas, vous avez tout ce qui concerne les processus support, tout ce sur quoi vous allez vous baser pour que vos processus de réalisation se réalisent de la manière la plus conforme possible. Donc, effectivement, vous avez besoin du dossier patient, des dispositifs médicaux, de la cellule de physique médicale, du système d'information, des ressources humaines et des finances. Alors, après avoir réalisé votre cartographie des processus, effectivement, il faut formaliser un certain nombre de processus. Je vous ai mis un exemple ici. Alors, effectivement, on est encore toujours dans la roue jaune. Je vous ai mis un exemple ici, mais là, ce n'est pas sur la justification, l'optimisation. C'est vraiment sur un processus de mise en œuvre d'un système de management de la qualité. À savoir qu'à chaque grand rectangle bleu foncé, vous avez en correspondance la roue correspondante. Jaune, bleu et rouge. J'ai repris dans ce formalisme-là toutes les attentes de l'ASN dans le projet de décision, à savoir qu'à chaque fois, on doit retrouver les acteurs, les actions, les conditions et documents joints, les processus associés et les textes de référence. Alors, si vous le souhaitez, on vous pourra vous redonner dans le bon format à la fin, n'hésitez pas à nous le demander, ce processus de mise en œuvre d'un système de management de la qualité. Roue rouge, effectivement, enfin rose, effectivement, la gestion globale des risques. Alors, il faut d'abord avoir conscience qu'il y a des incidents et des accidents dans votre structure. Les incidents sont généralement mineurs et bien évidemment, vous en avez souvent parce que personne n'est parfait. Mais il faut savoir qu'il y a un effet de proportionnalité, c'est-à-dire que généralement, donc c'est la pyramide de Bird qui nous montre, pour 600 incidents, vous avez un accident mortel. Effectivement, le patient ne va pas forcément décéder, et bien heureusement, dans votre structure, mais s'il quitte votre structure avec une défaillance, la défaillance pourrait être majorée dans l'unité de prise en charge suivante après. Démarche de gestion des risques dans une démarche a priori. Donc, vous avez effectivement la cartographie des risques. Donc là, je vous ai mis un exemple parce que notre manière de fonctionner, c'est vraiment d'utiliser l'AMDEC, qui est l'analyse de modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. Donc, je vous ai pris un exemple sur le processus de justification d'un examen de scanner avec la traçabilité de la justification de la demande. Donc, en séance de brainstorming, vous pouvez tout à fait reprendre le diagramme d'Ishikawa et voir tout type de défaillance, qu'elle soit méthode, moyen humain, milieu, moyen matériel et matière. Et sur chaque étape élémentaire de processus, identifier ensemble quelle défaillance peut avoir une incidence sur la qualité de réalisation du processus. Quand vous avez identifié la défaillance, vous appliquez ensuite un calcul du facteur de risque en fonction de la fréquence, le F, G, gravité et M, maîtrise. Moi, dans ma méthode, c'est fréquence fois gravité que divise maîtrise, mais vous pouvez retrouver d'autres méthodes qui appliquent fréquence fois gravité fois maîtrise.
Effectivement, le chiffre à la fin sera d'autant plus gros, le facteur de risque. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir un visuel sur les principales défaillances qui vous empêchent de réaliser correctement votre processus et de mettre en place un plan d'action et de le suivre. Les audits cliniques, donc effectivement les audits des pratiques, alors c'est pas encore une pratique courante dans les structures d'imagerie médicale, mais pour redonner un exemple, beaucoup de structures ont déjà travaillé sur les IPACS de l'HAS, donc indicateur de la qualité, indicateur de la performance, de la qualité et de la sécurité des soins. Donc il y a eu 2 IPACS au début des années 2010. Un IPACS CDUI, conformité des demandes d'examen d'imagerie, et un autre IPACS sur la qualité des comptes rendus radiologiques. Donc, je vous ai mis les deux résumés en fait des IPACS sur les comptes rendus radiologiques et on retrouve les différents items qui étaient dans les grilles, dans le référentiel pour pouvoir vérifier s'il y avait bien la présence sur les comptes rendus d'une manière rétrospective concernant les échographies, les scanners et les IRM, c'est le premier schéma. Et le deuxième schéma, la deuxième représentation, c'est pour tout ce qui concernait les radiographies standards. Alors, généralement, les audits cliniques, effectivement, dans les comptes rendus, vous pouvez retrouver différentes manières de visualiser les résultats. Et l'objectif est de ne pas avoir des informations au kilomètre, mais d'avoir un visuel pour voir si vous êtes en conformité par rapport aux attentes du référentiel ou pas. Retour d'expérience, donc on parle souvent de REX, et les REX donc, sont vus en comité de retour d'expérience. Alors il faut savoir que lorsqu'un incident arrive, il y a 7 erreurs système qui peuvent conduire justement à cet incident. Il y a des barrières de sécurité qui ont sauté, qui ont fait que l'incident est arrivé et l'objectif est vraiment d'identifier toutes les barrières de sécurité qui ont sauté. Alors, vous pouvez retrouver des causes au niveau de la prise en charge du patient, de la prise en charge du soignant, au niveau de l'équipe et de son organisation, au niveau des tâches à accomplir, de l'environnement de travail, de l'organisation et du management et du contexte institutionnel. L'objectif est vraiment de faire, comme je vous le disais, donc une analyse complète de l'incident et dans une grille de consolidation, comme je vous ai mis là à côté, vous pouvez donc retranscrire toutes les informations et les plans d'action que vous avez mis en place pour sécuriser toutes ces barrières de sécurité. Alors effectivement, depuis l'année dernière, vous entendez pas mal de choses sur l'obligation à mettre en place une démarche d'assurance qualité et d'autres choses sur les différents référentiels. Aujourd'hui, la semaine dernière, rien n'était obligatoire, mais aujourd'hui, les choses commencent à évoluer un peu, je vais vous en parler. Donc, vous avez différentes démarches qualité. Vous avez les démarches de certification. Alors, vous pouvez retrouver l'HAS, effectivement, si vous êtes plutôt dans une structure publique. Le référentiel actuel, c'est la V 2014, mais il travaille actuellement sur la V 2020. Et avec ce référentiel-là, vous faites une évaluation du système de management de la qualité de la structure. Donc, ES pour établissement de santé. Vous pouvez, là plutôt dans le privé, utiliser le référentiel ISO 9001 version 2015. Alors, les organismes certificateurs, ce sont, vous avez la FNOR certification, la PAF certification, mais il y en a aussi 52 autres. Et là, vous faites un système d'évaluation du système de management de la qualité de votre structure. J'ai mis entre parenthèses établissement de santé parce qu'en fait, c'est plutôt une méthode qui concerne tout type d'entreprise. L'AFNOR, alors dans ma propre veille pour voir ce qui était en train de se mettre en place, j'ai cru comprendre que l'AFNOR aussi travaillerait, donc à prendre avec toutes les mesures de précaution, sur une norme prestation de santé en imagerie médicale, qui serait une transposition des référentiels Labellix et qui devrait éventuellement sortir en 2019. Donc, avec toutes les mesures encore, concernerait effectivement les structures d'imagerie médicale. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous avez toujours donc la labellisation avec le Labellix. Les référentiels sont effectivement les référentiels du Labellix et qui concernent les structures d'imagerie médicale.
Beaucoup de monde a entendu parler effectivement de l'accréditation qui a commencé à arriver aussi. Donc le COFRAC travaille actuellement sur un nouveau référentiel qui est une transposition de la norme internationale ISO 1589. Et c'est exactement cette même norme qui concernait l'accréditation des laboratoires d'analyse médicale. Alors l'objectif était vraiment de lancer une démarche proactive plus light parce qu'ils ont fait leur propre REX et ont compris qu'effectivement, l'accréditation des laboratoires d'analyse médicale était assez ardue à mettre en place et à suivre. L'évaluation du système de management de la qualité dans cette démarche d'accréditation concerne effectivement la structure d'imagerie médicale sous forme de ligne de portée. Et donc, comme je l'expliquais aussi en préambule, à savoir que les choses ont évolué depuis la semaine dernière. Donc, effectivement, concernant la conformité par rapport aux normes de radioprotection, donc l'organisme, le gendarme, c'est effectivement la haute autorité, l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, effectivement, j'avais laissé 2019 avec un point d'interrogation parce que le projet de décision est en phase d'homologation depuis hier matin. Donc, les choses risquent de se décanter très, très prochainement. Donc, effectivement, on est par rapport au référentiel dans l'attente d'un référentiel qui serait du même acabit que le guide numéro 5 de l'ASN, qui est le guide de management de la sécurité et de la qualité des soins et qui concerne la radiothérapie. Donc, effectivement, là, l'évaluation du système de management de la qualité concernerait essentiellement tout ce qui concerne la radioprotection. Donc au bloc opératoire et en imagerie médicale. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de questions en général, à savoir certification, labellisation, accréditation, mais vers quoi il faut aller. Alors, je dirais qu'effectivement, comme pour la certification et la labellisation, aujourd'hui, l'accréditation est toujours sur la base volontaire, du volontariat, mais elle tend vraiment à devenir de plus en plus obligatoire dans de nombreux domaines à risque, et on sait que l'imagerie médicale, les rayonnements ionisants sont vraiment des domaines à risque. Les pouvoirs publics, seuls eux peuvent l'exiger comme un préalable à un agrément. Ce sont eux qui ont décidé de rendre obligatoire l'accréditation des laboratoires d'analyse médicale, par exemple. Donc, pour vous, aujourd'hui, les 3 organismes critiques, effectivement, c'est l'HAS dans le secteur public et on sait bien comment tout le monde est en effervescence dès lors que les experts visiteurs arrivent. Le COFRAC, alors effectivement, si l'accréditation devient obligatoire comme pour les laboratoires d'analyse médicale, et vous avez effectivement le gendarme, l'ASN. Avantage pour vous, c'est qu'aujourd'hui, heureusement, même si les référentiels sont différents, les outils du système de management de la qualité sont communs, que ce soit pour la radioprotection, que ce soit pour votre système de management de la qualité, le SMQ de votre structure. Les outils sont vraiment communs et on retrouve toujours les 3 roues, c'est-à-dire la démarche qualité, donc sur la base d'un référentiel, donc vous avez déjà votre propre grille, à savoir ce vers quoi vous devez tendre. La gestion documentaire, alors effectivement, vous devez mettre en place votre cartographie des processus et vous devez formaliser un certain nombre de processus. Et dans le cadre de la gestion globale des risques, donc pas seulement radioprotection, mais de votre structure, vous devez mettre en place une cartographie des risques, vous devez réaliser des audits cliniques et vous devez faire des analyses systémiques par retour d'expérience de tous des principaux incidents qui concernent votre structure. Point sur la réglementation. Donc, effectivement, l'ASN, dans son projet de décision, mais qui va devenir une décision dans les certainement 3 prochains mois, donc il est précisé dedans qu'il y a obligation pour les structures utilisant les rayonnements ionisants, obligation de mise en œuvre d'une assurance qualité. Donc, assurance qualité, c'est la roue rose dont je vous ai parlé au début. Donc, obligation de sécuriser la justification individuelle d'acte, l'obligation de sécuriser l'optimisation des doses avec le principe ALARA et l'obligation de mettre en place des CREX. Donc, pour ça, il faut que vous ayez vos personnels formés pour mettre en place ces CREX. Et comme je l'ai précisé aussi tout à l'heure, donc l'obligation de sécurisation des pratiques pour les actes d'imagerie interventionnelle radioguidée. Et là, c'est vraiment un point important pour l'ASN de pouvoir commencer à vraiment sécuriser les pratiques pour tout ce qui se passe au bloc opératoire, donc arceau de bloc et angiogramme.
Petite information et non des moindres, effectivement, si tout ça a pris un peu de temps l'année dernière, c'est parce qu'ils étaient en attente de nomination de nouveaux commissaires. Et c'est chose faite depuis la fin décembre 2018, à savoir que, entre autres, Bernard Dorotzuk, alors j'espère que je n'écorche pas son nom de famille, qui est le nouveau président de l'ASN, est également l'ancien directeur général du COFRAC. Donc lui, tout ce qui est accréditation, effectivement, ça lui parle. Je ne sais pas si ça aura une incidence, mais c'est une information dont je souhaitais vous parler. Donc, effectivement, la dernière phrase est un peu erronée, à savoir pas de date à ce jour pour l'application du projet de décision, mais depuis l'année dernière, donc il est en cours d'homologation. L'ASN, c'est une information qui est peut-être passée un peu inaperçue, mais c'est pour vous montrer que tous les sujets se rejoignent. Donc, il y a eu la diffusion d'un deuxième plan d'action pour la maîtrise des doses de rayonnement ionisant délivrées aux patients. Dans un avis du 24 juillet 2018, donc dans l'item responsabilisation, sensibilisation et qualité. Donc, effectivement, dans l'axe 1, on retrouvait tout type d'informations disant qu'il fallait absolument communiquer sur le guide de bon usage des examens de manière à pouvoir améliorer la justification individuelle des actes d'imagerie médicale. Dans l'axe 2, il précisait qu'il fallait vraiment insister sur le rôle de tous les professionnels de santé qui interviennent dans le processus de justification des actes et d'optimisation des doses. Dans le troisième axe, il y a l'obligation, là ce n'est qu'un avis, donc ils incitaient les structures à mettre en place des audits cliniques, donc on est toujours dans la roue rose, en rapport avec la justification des actes et l'optimisation des doses. Et dans l'axe 4, c'est vraiment adapter et renforcer le dispositif juridique et économique pour inciter les différentes structures toujours à appliquer la justification des actes et l'optimisation des doses. Alors, le décret, effectivement, du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire, donc tout le monde a bien compris que le PCR, et vous êtes assez nombreux aujourd'hui, le PCR allait devenir conseiller en radioprotection. Donc, quel changement pour lui? Donc, concernant ces changements-là, il faut vraiment aller regarder au niveau du Code de la santé publique, même si le PCR, effectivement, n'intervient pas dans la radioprotection patient, mais en principe travailleur, mais il a son rôle à jouer dans la radioprotection patient et on va voir pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, il est bien spécifié dans l'article R 1333-19 que le conseiller en radioprotection exécute ou supervise la définition du système d'assurance qualité mis en place. Effectivement, aujourd'hui, tous les PCR n'ont pas ce type de compétences et les différentes structures ont donc jusqu'au 1er juillet 2021 pour se mettre en conformité. Alors, plus loin, au niveau des articles, on retrouve leur propre définition du système d'assurance qualité, donc dans l'article 1333-70, à savoir que ce système inclut, entre autres, je n'ai pas remis tous les paragraphes, l'obligation de mettre en place des retours d'expérience avec des analyses systémiques d'incidents, des audits cliniques réalisés par des pairs et une cartographie des risques, une cartographie des risques associés aux soins, et tout ça dans l'attente de référentiel, et le référentiel aujourd'hui donc n'est toujours pas diffusé. Prise de conscience des hautes instances, donc d'une manière générale par rapport à l'entrée de plus en plus importante des démarches qualité dans les organisations des différents établissements de santé. Donc, dans la réforme Ma Santé 2022, concernant la pertinence des soins, donc effectivement, on se rend bien compte aujourd'hui que le patient est pris en charge sur le territoire et il faut que tous les professionnels de santé puissent travailler ensemble. Donc là, effectivement, ils ont pris des indicateurs de la qualité de parcours de soins sur 10 pathologies chroniques parmi les plus fréquentes, mais ces évolutions-là vont être de plus en plus importantes dans les années à venir. Et renforcer également la confiance des usagers en mesurant systématiquement leur satisfaction et au travers d'une plateforme dont on va parler un peu plus loin, qui est la plateforme ISATIS. La dotation IFAC, donc incitation financière à l'amélioration de la qualité, donc qui était de 50 millions d'euros en 2018 et qui passe cette année à 300 millions d'euros sous forme de bonus sur la base d'indicateurs qualité de la sécurité des soins.
Dans les années à venir, effectivement, cette enveloppe pourrait atteindre 5% du financement des établissements, ce qui n'est pas négligeable. L'HAS, qui essaye toujours de continuer à promouvoir les démarches qualité dans les établissements de santé. Et son objectif en 2019, c'est vraiment d'améliorer les parcours de soins. C'est-à-dire que effectivement, si un patient est bien pris en charge dans votre structure et qu'il ne part pas avec différentes défaillances qui pourraient induire sur la qualité de prise en charge dans les structures après, c'est tout un avantage pour vous et pour la prise en charge du patient dans les structures à venir. Et donc, pour cela, il faut vraiment sécuriser les nœuds d'interaction entre la ville et l'hôpital. Les nœuds d'interaction, c'est lorsque vous avez terminé votre prise en charge et que le patient est pris en charge dans une autre structure. Pour ce qui concerne plutôt l'imagerie médicale et l'utilisation des rayonnements ionisants, donc projet de décision de l'ASN, j'avais mis 3 petits points, mais effectivement, ça a avancé depuis hier. Et entre autres, c'est une information parmi tant d'autres, mais il y a eu un accord entre les radiologues de la FNMR et l'UNICAM en juin 2018 par rapport aux incitations financières dont parlait aussi l'ASN dans son deuxième projet dans son deuxième plan d'action. Effectivement, la revalorisation annoncée des forfaits techniques d'IRM suite à la promesse des radiologues de s'engager dans une démarche de pertinence des examens d'imagerie. Donc, entre autres, sur les lombalgies, les radios de thorax, les ASP, les abdomens sans préparation, les radios de crâne et des prescriptions de produits de contraste. Et aussi, également donc, un retour du modificateur Z, alors, effectivement, mais pour cela, il faut que la pertinence s'étende au préalable à l'imagerie du genou au-delà de 75 ans et au bon respect des AMD. Donc aujourd'hui, quel changement pour vous dans tout ce contexte? Je me suis permise une petite analyse sur le terrain en donnant 128 questionnaires à des PCR et à des cadres pour essayer d'identifier quel était leur niveau de maturité par rapport à la mise en place de cette assurance qualité et du système de management de la qualité. C'était aussi pour les alerter par rapport à ce qu'on allait leur demander au travers de la décision de l'ASN. Alors, à ma grande surprise, je n'ai eu que 9,8% de retour de questionnaire, mais en fait, quand on analyse bien, ce sont essentiellement les toutes petites structures libérales qui n'ont pas du tout répondu au questionnaire parce que je pense qu'en fait, ils se sont sentis complètement isolés par rapport à ces nouvelles contraintes, ne disposant pas eux-mêmes de gestionnaires des risques qui leur permettaient de savoir leur niveau d'avancement et leur niveau de maturité et de comprendre même peut-être aussi parfois les questions. Ce que je voulais montrer au travers de ce tableau-là, c'est qu'effectivement, donc dans l'encart bleu en bas, on se rend compte qu'effectivement, concernant les audits cliniques ciblés aussi, et concernant la mise en place de CREX, même si c'est obligatoire, aujourd'hui, les gens ne sont pas forcément formés à ces pratiques-là et n'en ont même généralement jamais réalisé dans leur structure. Alors, la mise en place du système de management de la qualité, à la base, c'est vraiment une volonté managériale. Mais quand je dis une volonté, il ne faut pas que ce soit une volonté contrainte et forcée par l'ASN. C'est vraiment une démarche qui doit être mise en place au sein de la structure avec une véritable démarche collégiale, pas que les radiologues, mais tout le monde est concerné, les secrétaires, les brancardiers, les manipulateurs, les cadres. Il faut vraiment passer dans une culture de la qualité, une culture de l'erreur apprenante. Effectivement, si aujourd'hui, par rapport à ce niveau de maturité de votre structure, si vous êtes aujourd'hui encore dans l'incertitude, c'est-à-dire le rectangle rouge, à savoir que vous n'avez pas de plan d'action, vous ne savez pas pourquoi vous avez des erreurs dans votre structure, vous avez certainement différentes limites pour pouvoir mettre en place votre système de management de la qualité. Il faudra certainement partir de loin et communiquer, avoir une communication bienveillante. Si par contre, effectivement, vous êtes déjà dans un niveau de sagesse ou de certitude, je pense que tout se passera bien pour votre structure. Alors, ce qu'il faut retenir effectivement de tout cela, c'est qu'il faut vraiment continuer à rester sensible aux démarches qualité. Alors, je vous ai parlé d'accréditation, certification, labellisation, tout bouge et du jour au lendemain même. Mais pour cela, il faut vraiment continuer à instaurer ou du moins perdurer votre culture de la qualité, mais une culture de la qualité bienveillante dans votre structure, promouvoir une démarche pluriprofessionnelle, voire plurisectorielle. Plurisectorielle, c'est-à-dire peut-être travailler avec la médecine de ville, peut-être travailler avec d'autres structures de votre établissement si vous travaillez dans une autre structure.
Innover dans la communication sur les résultats de la qualité, dire qu'il y a certaines choses que vous faites qui ne sont pas conformes, peut vous faire peur, mais au moins vous affichez directement la couleur et vous pouvez au passage dire que vous allez vous améliorer et mettre en place votre plan d'action. Aujourd'hui, il faut vraiment aussi être proactif et anticiper les besoins en coûts humains, matériels, organisationnels, parce qu'en fait, effectivement, ça peut perturber les pratiques de mettre en place un système de management de la qualité. Donc, pour ça, il faut vraiment que vous fassiez un état des lieux d'où vous en êtes et identifier réellement où vous voulez aller. Petite phrase pour résumer, il ne suffit pas d'être génial pour réussir, il faut surtout anticiper dans la vie. C'est toujours ceux qui ont un coup d'avance qui réussissent et pas les surdoués. Et concrètement, aujourd'hui, chez C2I Santé, donc on est en capacité de pouvoir vous accompagner pour pouvoir initier cette appropriation ludique de la culture qualité. Donc, on peut venir dans votre structure, passer une journée avec vous pour pouvoir identifier ce que vous faites de bien, parce qu'il y a certainement des choses que vous faites de bien et que vous ne voyez pas. Permettre de réaliser une formation de tous les professionnels intéressés à la démarche du système de management de la qualité. Et ensuite, on peut venir faire chez vous donc, des journées de consulting. Alors, tout dépend de votre besoin et de votre niveau de maturité par rapport à tout cela. Voilà, donc éventuellement même pour former, apporter des axes d'amélioration, de formation, lever en compétences, consulting et autres. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer à l'étape questions et je vous écoute. Oui, eh ben merci beaucoup Marina en tout cas. De rien. C'était super intéressant. J'ai pas vu de questions posées. N'hésitez pas, hein, on reste encore un petit peu avec vous. J'en profite juste pour vous dire, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous, ça permet de savoir si ça vous a plu, si c'était clair, et de définir d'autres sujets. Donc, Alors effectivement, aborder les thématiques sur la qualité en une demi-heure, c'est assez complexe. Je présume que je vous ai mis beaucoup d'informations en tête et qu'il est peut-être un peu compliqué pour vous de pouvoir faire le tri de tout cela tout de suite. Donc voilà, de toute façon, s'il n'y a pas de questions particulières, on retient pas les gens, hein. Oui. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. On va attendre qu'il ait fini sa phrase. Ou si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'y répondrai à la hauteur de mes possibilités. Ce que je vais faire sur le chat, je vais aussi donner ton adresse LinkedIn. Comme ça, les gens, s'ils veulent te contacter par la suite, Ouais. n'hésitez pas à cliquer dessus. Hop, voilà. Vous pourrez rejoindre Marina dans son réseau. Et non, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, c'est peut-être que c'était très clair, ou alors pas du tout. Je n'espère Mais n'avoir pas dit personnellement. je pense que c'était quand même très clair. Donc voilà, vous avez un lien qui vient de s'ouvrir, hein, c'est juste pour cliquer dessus, comme ça vous ouvre le questionnaire de satisfaction. Ah, j'ai une question. Ah oui, Pour les cabinets privés, comment organiser la mise en place du conseiller en radioprotection? Alors, soit vous le faites lever en compétences, soit l'objectif, c'est vraiment de le former aujourd'hui à tout ce qui est assurance qualité, pour qu'il puisse être le plus à même de pouvoir assurer ou superviser le système d'assurance qualité. voilà, je suis en train de répondre à l'écrit, mais du coup je vais le dire quand même pour Richard. On partage pas le diaporama, mais on va vous partager le lien YouTube en fait de la HelloConf. Donc comme ça vous pourrez tous la revoir à tête reposée. Et puis de toute façon on restera bien sûr disponible si vous avez d'autres questions après. Alors, sachant que le conseiller en radioprotection, je vais me permettre d'insister dessus, donc il doit vraiment y avoir une nomination du conseiller en radioprotection et du fait qu'il y a une levée en compétences, j'insiste vraiment pour avoir une fiche de poste détaillée avec le temps alloué pour pouvoir réaliser ça, ou sinon, effectivement, ça peut être c'est déjà compliqué pour beaucoup de PCR de pouvoir assurer toute leur mission, mais là, au regard de ce que l'on va leur demander en plus, il faut vraiment que ce soit bien formalisé.
Du coup, donc, Miguel Nespoulos demandait sur le chat s'il y avait des formations adéquates. Je ne sais pas si c'est pour le conseiller en radioprotection, si vous pouvez préciser la question. Alors nous, on est en train on insère justement des informations au niveau du programme de formation, que ce soit la radioprotection patient et la radioprotection travailleur. Je travaille avec les formateurs qui forment les PCR justement pour pouvoir initier la formation sur la gestion des risques. Et on est en train de travailler sur des programmes de formation spécifiques avec des levées en compétences sur la cartographie des risques, sur les audits cliniques et sur les REX. Et sur le SMQ en général. Donc, en faisant un mix, formation e-learning sur les formations de base et après avec des ateliers pratiques sur la formalisation de cartographie des risques, d'audit clinique et de REX. Comment peut-on faire une fonction PCR en ligne et combien ça coûte? Ah, là, pour ça, il faut vous rapprocher des différents commerciaux. Je n'ai pas cette fonction-là. N'hésitez pas. Je ne sais pas si on a un lien vers les adresses des commerciaux. Sur notre site internet, c'est Deuxième Santé, de toute façon, on peut la retrouver. Je vais mettre le lien tout de suite. Concernant juste la formation PCR, de toute façon, la décision est très claire, on ne veut pas la faire en ligne, c'est forcément en présentiel. Donc ça va dépendre aussi du niveau auquel vous prétendez, niveau 1, niveau 2, selon votre structure. Donc vraiment, revenez vers nous via le site internet qu'on puisse vous aiguiller. Donc comme ça, voilà, on se fera un plaisir de vous répondre. Mais c'est forcément du présentiel. Alors, il y a une question de Valérie Segui. Lorsque la personne est nommée PCR pour être conseiller en radioprotection, s'agit-il d'une nouvelle nomination ou est-ce la même? En principe, c'est une nouvelle nomination parce que votre fiche de poste évolue aussi. Donc, je vous conseille fortement d'être officiellement nommé conseiller en radioprotection. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat ou. J'étais juste en train de répondre du coup concernant la Tunisie. Hop, on va juste mettre comme quoi tu as répondu à la question. Voilà. Sinon, hein, effectivement, il n'y a pas beaucoup de questions. Hein. Tous ceux qui voudraient nous quitter, on vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas. Nous, on reste encore là 5 minutes, hein, parce qu'il y a des petites questions quand même qui arrivent au compte-gouttes. Mais sinon, voilà, on vous demande juste de prendre 2 minutes pour le questionnaire satisfaction. Et puis, la prochaine HelloConf, ça sera sur le comité social économique, anciennement CHSCT. Donc, on vous enverra des invitations. Et puis, on vous attendra aussi nombreux. Alors, si personne ne peut être conseiller en radioprotection, quelles peuvent être les conséquences pour l'entreprise? Il en faut un. Voilà, comme le physicien médical, vous devez en avoir un. Alors, soit directement dans votre structure, soit sous forme d'externalisation. Oui, de toute façon, c'est une obligation de l'employeur, dès lors que les travailleurs sont exposés, d'avoir un conseiller en radioprotection. Ouais. Alors effectivement, oui, prise de vitamines obligatoire pour les PCR. Oui. C'est pour ça que j'ai mis ma petite phrase, parce qu'en fait, il faut vraiment que vous vous appropriez ces démarches-là avant qu'elles deviennent obligatoires et que vous preniez conscience de ce qu'il va falloir mettre en place. Et l'objectif est vraiment que ça se fasse de manière ouais, j'insiste sur la bienveillance parce que j'y tiens et voilà, la qualité, ça ne doit pas être vécu comme quelque chose de rébarbatif, mais il faut vraiment avoir conscience que c'est quelque chose de non pas d'obligatoire, mais de nécessaire.
Tout dépend de la taille de la structure par rapport au plein temps. Effectivement, dans un petit cabinet, les risques, le risque d'accident, d'incident ne sont pas les mêmes que dans une grosse structure. Voilà, c'est très difficile de pouvoir répondre à cette question-là. C'est vrai que légalement, il n'y a pas de temps minimum, mais il faut les temps et les moyens nécessaires, en fait, c'est ça. Oui, temps et moyens nécessaires, tout à fait. Là aussi où le conseiller radioprotection nommé peut, lui, prétendre à des formations. Oui. Concernant aussi toutes vos questions, n'hésitez pas aussi, hein, pour ceux qui sont là, à nous contacter. On a un système de veille réglementaire. En fait, on a un expert réglementation, donc Pierre Fromenteras, qui, lorsqu'il y a des nouveaux textes qui sortent, en fait, il envoie une note de veille réglementaire à tous les gens inscrits avec son interprétation. Donc, la nouvelle décision dit ça, donc ce que ça voudrait dire, etc. Voilà, ça peut vraiment, c'est vraiment un bon moyen d'être tenu au courant de tout ce qui sort. En termes de réglementation, c'est pas toujours facile à suivre. Et les J-France, c'est pas toujours super digérable. Alors, je vais me permettre de préciser par rapport aux formations orientées qualité. Oui, nous avons un programme de formation vraiment orienté qualité, avec des levées en compétences si vous ne souhaitez pas externaliser cette compétence. Existe-t-il un Oui, il manque des mots pour les manips. Existe-t-il un du donnant les compétences? Alors, je m'excuse, monsieur Nespoulos, mais je ne comprends pas votre question. C'est pour les manips, mais Un décret de compétence, peut-être. ouais. Ah, un DU. Ah, un DU. D'accord, diplôme universitaire. Merci. Existe-t-il un DU donnant les compétences pour les merdes? Alors, il existe effectivement des DU qualité. Alors, moi, j'ai un diplôme universitaire de responsable assurance qualité hospitalier. Il existe tout type de diplôme universitaire, certainement, autour de chez vous. Oui, désolé, on lisait du en fait. J'étais pas sur Oui. l'acronyme, moi. Alors, généralement, les diplômes universitaires se déroulent sur une année. Voilà. Le conseiller est forcément un PCR. Oui et non. Conseiller radioprotection, soit il est interne à la structure qui est préférable, et dans ce cas-là, il est forcément PCR. Soit vous pouvez faire appel à un organisme compétent radioprotection, c'est ce qui vient d'être créé, en fait, c'est un ECR, dont les conditions seront vraiment définies dans un arrêté en 2021. C'est encore l'équivalent de la PCR externe. Mais selon votre cœur de métier, si vous faites de la radiologie interventionnelle, si vous faites du scanner, il vous faut forcément une PCR interne, donc un conseiller qui sera PCR. Ah, effectivement, pour pouvoir avoir des compétences en qualité, gestion des risques, ça peut être une démarche assez longue. Alors nous, à notre niveau, on voit de plus en plus de structures qui préfèrent envoyer leur gestionnaire des risques en formation PCR, parce que c'est une formation de 2 semaines. Et effectivement, le gestionnaire des risques a déjà cette culture qualité et en principe connaît les différents outils de pilotage de la qualité. Ouais, je pense qu'on va mettre fin à la Elonconf, qu'il n'y a plus trop de questions qui arrivent. D'accord. Donc n'hésitez pas de nous contacter par mail ou le formulaire de contact de notre site internet. Et puis sinon, bon après-midi à tout le monde. Merci à tous et bonne continuation et je reste à votre disposition en cas de besoin. Bonne fin de Merci à journée. toi. À bientôt. Au revoir.